Tout le monde pose la mauvaise question. Comment a-t-elle fait pour se relever si vite? Comment peut-elle avoir cette allure? Comme si elle cachait un secret. Comme si effacer son passé en une nuit était la seule preuve de force. Mais ce n'est pas la bonne question. La vraie question, la voici: pourquoi certaines femmes sortent-elles plus vivantes d'un effondrement? Jung l'avait vu, il y a des décennies. Il avait dit une chose, que personne n'a vraiment comprise à l'époque. La douleur est la voie de la psyché qui se réorganise. Se réorganiser. Pas s'écrouler. Se reconstruire. Pense à un volcan. Quand il explose, tout brûle. Tu vois la cendre, la fumée, la lave et tu te dis, c'est fini. Mais sous cette lave, des siècles plus tard, naissent les terres les plus fertiles du monde. Des vignes. Des forêts. Des jardins entiers. Certaines femmes deviennent cette terre. Si tu es prête, on descend sous la cendre. Imagine une femme. Pendant des années, elle a tout porté en silence. Sa colère. Ses déceptions. Tous ces moments où elle voulait dire « non », mais ne l'a pas fait. Elle a tout enfoui parce que Porteur semblait plus sûr que d'exploser. Parce que le contrôle paraissait moins dangereux que d'être vu. La facilité était plus séduisante. Puis un effondrement est arrivé. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Tout ce qu'elle avait enterré est remonté à la surface. Est devenu visible. Jung appelait cela l'ombre. La pièce obscure de la psyché. L'endroit où s'accumule tout ce qu'on refuse d'accepter, tout ce qu'on ne revendique pas, tout ce qu'on rejette en disant « ce n'est pas moi ». La colère. La jalousie. Le désir. La puissance. Tout est là refoulé, mais jamais mort. Refoulé consume une force immense. Les neurosciences le confirment désormais. La suppression émotionnelle fonctionne comme une charge de surveillance constante du cortex préfrontal sur l'amygdale. Le cerveau travaille sans relâche, pour ne pas voir ce que tu refuses de regarder. Cette fatigue devient chronique. Corporelle. Elle s'inscrit dans tes cellules. Elle prend racine. Mais quand l'effondrement arrive, ce mécanisme de contrôle s'écroule. Et c'est là, exactement là, qu'un souffle profond se prend. Pour la première fois. Peut-être pour la première fois depuis des années. Tu l'as déjà ressenti? Cet instant où tout s'effondre, où le contrôle t'échappe totalement. Et pourtant, une étrange légèreté. Pleurer qui fait mal et qui soulage. Les deux en même temps. Tu connais cette sensation? Ça semble contradictoire, mais ça ne l'est pas. Quand l'ombre se libère, l'énergie qu'on dépensait pour la contenir se libère aussi. C'est cette force-là. Cette lueur que tu vois dans les yeux de certaines femmes après un effondrement, c'est ça. Le retour de ce qu'elles dépensaient à se cacher. Le volcan fonctionne de la même manière. La pression s'accumule sous terre, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle remonte. L'éruption est dévastatrice, mais la roche qui retenait toute cette pression n'existe plus. Plus rien ne la retient. Désormais, tout peut couler. C'est ici que commence ce qu'on appelle l'intégration de l'ombre. Accepter. Dire, ça aussi, c'est moi. La colère aussi. La puissance aussi. La vraie voix sous le masque de la femme parfaite. Les femmes qui font ce travail ne rajeunissent pas. Mais affronter l'ombre n'est pas chose facile. Parce que l'ombre ne se résume pas à la colère. Elle contient des choses bien plus sombres. La jalousie est celle qu'on refuse d'admettre, celle qui fait honte. Le désir de pouvoir de celui qui ne correspond pas à l'image de la bonne femme. Parfois la haine. Parfois une solitude si profonde, qu'on ne sait même pas comment la nommer. Quand tu vois tout ça, quelle est ta première réaction? Repousser. Refermer.
Dire « ce n'est pas moi ». Or Jung disait ceci, plus tu repousses l'ombre, plus elle grandit. Chaque émotion refoulée ne s'accumule pas seulement quelque part, elle fermente. Et tôt ou tard, dans un moment que tu ne contrôles pas, elle explose. Ça te parle? Cet instant où tu réagis à quelque chose de minuscule, mais ta réaction te sidère. Pourquoi ai-je été si dur? C'est l'ombre qui parlait. C'est tout ce qui s'était accumulé qui remontait. L'intégration de l'ombre ne signifie pas « aime ton côté sombre ». Elle signifie « regarde-le ». Nomme-le. Ça aussi, c'est moi même si je ne le veux pas. Même si je ne le veux pas, cet instant de reconnaissance, cet instant change quelque chose. La direction de ton énergie bascule. Du refoulement vers l'acceptation. Et l'acceptation des armes. Les recherches le montrent, l'acceptation émotionnelle est l'exact opposé de la suppression et régule la communication entre le cortex préfrontal et l'amygdale. Le cerveau cesse de coder cette émotion comme une menace. Sans menace, pas de guerre. L'émotion passe. Comme une vague. Elle vient, elle repart. La femme qui affronte son ombre marche plus légèrement. Parce qu'elle ne porte plus ce poids sur son dos. Elle ne le retient plus à l'intérieur. Elle le porte à ses côtés. Et un poids porté à ses côtés est bien moins lourd. Simplement, pour la première fois, elles deviennent elles-mêmes. Mais attends une seconde. L'ombre s'est libérée, d'accord. Mais qu'est-ce qui la retenait prisonnière depuis si longtemps? Qu'est-ce qui l'enchaînait là-dedans? Un masque. Jung l'appelait la persona, le masque de théâtre. Une identité taillée sur mesure pour les attentes des autres, portée pour être approuvée. La bonne mère. L'épouse compréhensive. La femme qui gère tout. Celle qui ne se plaint pas, qui ne pèse sur personne, qui paraît forte. Celle qui met la main sous chaque pierre. Ça te parle? Ce masque n'a pas été un choix au départ. Il s'est appris très tôt. Quel comportement était aimé, lequel était rejeté, le corps l'a enregistré. Avant même l'esprit. Et au fil des années, le masque s'est collé au visage. Si bien qu'à un moment, on ne sait plus où finit le masque et où tu commences. Quand la grande douleur arrive, le masque est la première chose qui tombe. Parce que le masque demande de l'énergie. En permanence. Et au milieu de l'effondrement, cette énergie n'existe plus. Elle est dépensée pour survivre. Il ne reste plus rien pour le masque. Cet instant ressemble à un écroulement pour beaucoup de femmes. Je me suis perdue, disent-elles. Mais Jung disait exactement le contraire, l'effondrement de la persona est le premier moment où le vrai soi devient visible. Tu ne perds rien. Tu trouves. Tu fais un pas immense vers toi-même. Les neurosciences disent ici quelque chose de fascinant. Le Default Mode Network, ce réseau cérébral actif au repos, qui traite l'identité, se surcharge sous le stress chronique. Il tourne en boucle, qui suis-je? Comment dois-je apparaître? C'est le mode de protection de la persona. L'effondrement brise cette boucle. Le cerveau est forcé de se restructurer. Et dans cette restructuration, une identité plus profonde, plus vraie, peut émerger. Le visage d'une femme dont le masque est tombé est différent. Moins soigné. Moins en place. Mais ses yeux regardent autrement. Comme si, pour la première fois, elle regardait directement. Sans filtre. Quand la lave du volcan atteint la surface, elle fait fondre chaque couche. Pierre. Terre. Les sédiments des années. Tout coule. Que reste-t-il? Du brut. Du chaud. Du vivant pas encore façonné, mais réel. L'effondrement de la persona, c'est exactement ça. Mais je dois m'arrêter ici.
parce qu'il y a un piège. La persona est tombée. Le masque s'est brisé. Et ce premier instant, ce premier souffle, est véritablement libérateur. Mais le cerveau aime revenir aux anciens schémas. Vers ce qui est sûr. Vers ce qui est familier. Et très vite, il commence à construire un nouveau masque. Sans que tu t'en aperçoives. Cette fois, le masque a une autre apparence. Le masque de la femme guérie. Le masque de la femme qui a achevé sa transformation. Le masque de la femme qui comprend tout désormais. Ses photos sur les réseaux. Le sourire paisible, la tasse de café, la lumière par la fenêtre. Cette esthétique qui dit « Je suis arrivé ». C'est encore une persona. Plus raffinée. Plus acceptable. Mais toujours un masque. Jung le voyait. Même dans le processus thérapeutique, les gens peuvent passer d'un masque à un autre. De l'identité de malade à celle de guéri. De victime à guerrière. L'identité change, mais le mécanisme reste le même, la quête d'approbation extérieure. Me voit-il? M'accepte-t-il? Tu l'as ressenti? Après ta douleur, un temps est passé et tu as commencé à raconter. Aux autres. Peut-être à beaucoup. Comme si plus tu racontais ton histoire, plus elle devenait réelle. Plus elle serait complète. Raconter fait partie de la guérison. Mais fais attention entre raconter ton histoire et t'y accrocher, il y a une ligne très fine. Le véritable effondrement de la persona n'est pas un événement unique. C'est un processus. Qui se répète, qui fait parfois mal, qui parfois devient même drôle. Pouvoir se regarder dans le miroir le matin et remarquer, quel visage est-ce que je porte aujourd'hui? Rien que ça, c'est déjà un éveil. Les neurosciences révèlent ici quelque chose de saisissant. L'acceptation et le rejet sociaux activent les centres de la douleur dans le cerveau et ils sont traités littéralement comme une douleur physique. C'est pour ça que le masque est si puissant. C'est pour ça qu'il est si dur à lâcher. Le cerveau code l'existence sans masque comme une menace. La possibilité d'être rejeté, se montrer tel qu'on est et ne pas être accepté déclenche l'amygdale. Mais les neurosciences savent aussi ceci désormais, cette perception de menace est apprise. Et tout ce qui s'apprend, peut se réapprendre. Quand la lave atteint la surface, une nouvelle croûte se forme. Dure, noire, brillante. Protectrice. Mais cette croûte n'est pas la même que l'ancienne roche en dessous, il y a une terre différente. Cette nouvelle croûte est nécessaire. Mais elle est temporaire. Avec le temps, elle se fissure, s'effrite, se mêle au sol. La nouvelle forme de la persona fonctionne ainsi. L'effacer complètement est impossible en tant qu'être social, tu as besoin d'un visage. Mais savoir ce qui se cache derrière ce visage, c'est ça qui change tout. Pas un effondrement. Une purification. Un retour à l'essentiel. Maintenant, je vais te poser une question étrange. Ce qui fait vieillir, selon toi, c'est le temps? La plupart des gens diraient, oui. Les années passent, on s'use. Ça semble logique. Mais Jung disait autre chose. Et la psychologie moderne se tient désormais au même endroit. Ce qui fait vieillir, ce n'est pas le temps. C'est l'absence de sens. L'incertitude. Tu savais que les Grecs anciens avaient deux mots différents pour le temps? Chronos. Le temps de l'horloge. Les minutes, les années, les calendriers. Ce flux qui coule d'un après-midi au suivant, sans jamais s'arrêter. Et puis il y avait Kéro, le temps de l'instant. Ce moment où quelque chose est véritablement vécu, où tu y entres, où il te transforme. Chronos se mesure. Kéro se ressent. La plupart des gens vivent des décennies de Chronos, sans jamais entrer dans un seul Kéro. Réfléchis un instant.
ces moments? Quand une phrase te traverse, quand tu contemples un paysage, quand tu plonges dans le regard de quelqu'un et le temps s'arrête. Ton corps a enregistré quelque chose. L'esprit n'a pas encore traité, mais quelque chose a changé. Cet instant, c'était Kéro. Et ces instants ne s'accumulent pas, ne se multiplient pas, mais ils transforment. La grande douleur pousse de force dans Kéro. Le flux de Chronos s'arrête. Le calendrier perd son sens. Que vais-je faire demain, est suspendu. Parce qu'avant, il y a une autre question, qui suis-je? Et cette question change tout. La psychologie appelle cela la croissance post-traumatique. Un phénomène défini par Richard Tedeschi et Lawrence Calhoun dans les années 1990, mais Jung l'avait vu bien avant, simplement avec d'autres mots. Après de grands effondrements, certaines personnes construisent des liens plus profonds, se tournent vers des questions existentielles, développent une gratitude nouvelle envers la vie. La fragilité augmente, mais avec elle, la vitalité aussi. Les recherches montrent ceci, la grande majorité des personnes qui vivent une croissance post-traumatique sont des femmes. Pourquoi? On ne le sait pas encore pleinement. Mais une hypothèse existe. La tendance des femmes à traiter la douleur dans un contexte relationnel pourrait transformer cette douleur en production de sens plus rapidement. Le sens. Tout revient là. Ce qui fait vieillir, ce ne sont pas les années qui passent, ce sont les instants qui passent sans qu'on y entre. Les jours qui ne sont pas ressentis comme vécus. Se lever le matin, se coucher le soir, sans un seul kéro entre les deux. Ce vide s'accumule. Dans le corps. Dans les yeux. Dans la voix. Quelque part à l'intérieur, il s'accumule toujours. Les femmes qui rajeunissent après une grande douleur ont perdu Chronos, mais elles ont trouvé Kéro. Quand la lave du volcan atteint la surface, le temps lui-même se transforme. Il y a un avant, il y a un après. Avant l'éruption, et après l'éruption. La vie se redécoupe en chapitres qui ont du sens. Et cette coupure n'est pas une perte. C'est un éveil. Tu es arrivé jusqu'ici. L'ombre s'est libérée. Le masque est tombé. Le temps a retrouvé son sens. Mais il manque encore quelque chose. Il reste encore un vide en toi. Parce que tout cela semble se vivre séparément en morceaux. Or un être humain n'est pas fait de morceaux. Un être humain est fait de totalité. L'un des concepts les plus profonds et les moins compris de Jung entre en jeu ici, le mariage des contraires. Jung a emprunté ce concept à la tradition alchimique. Les alchimistes cherchaient à unir le soleil et la lune, des forces opposées, des puissances contraires. Ce n'était pas qu'une métaphore. Cela décrivait le fonctionnement de la psyché. Lumière et ombre. Force et fragilité. Destruction et renaissance. Elles ne s'opposent pas, elles vivent l'une dans l'autre. C'est exactement ce que tu vois chez les femmes qui rajeunissent après la douleur. Elles sont à la fois effondrées et debout. Elles ont à la fois perdu et gagné. Et elles portent les deux en même temps, non pas comme une contradiction, mais comme une complétude. Comme un tout. Mais comment est-ce possible? Comment la même personne peut-elle être à la fois brisée et plus solide? La réponse, quand les contraires cessent de se faire la guerre. Réfléchis un instant, combien de guerres mènes-tu à l'intérieur? Tu veux être forte, mais tu es fragile. Tu veux t'attacher, mais tu as peur. Tu en veux au passé, mais il te manque. Ces guerres dévorent ton énergie. Une énergie immense. Et cette énergie n'est pas dépensée pour vivre, elle brûle à l'intérieur. Plus tu luttes, plus tu t'épuises. En écrivant ceci, j'ai devant moi un vieux carnet. Tenu il y a des années. Sur l'une des pages, une seule phrase, « Aujourd'hui j'ai pleuré et j'ai ri ». Les deux étaient vrais. Souligné 2 fois. La personne qui a écrit cette phrase avait compris quelque chose ce jour-là, pleurer et rire en même temps, c'était possible. La douleur et la légèreté étaient vraies au même instant. Il n'était pas nécessaire d'effacer l'une. Les deux formaient un tout. À l'époque, je croyais que s'unifier signifiait dépasser la douleur. La laisser derrière. Pouvoir dire, c'est fini.
Mais non. S'unifier, c'est faire asseoir la douleur à la table. Lui dire, toi aussi, tu fais partie de moi. L'accepter. Ne pas la rejeter et la porter. Mais cette fois, la porter en pleine conscience. Et crois-moi, ce carnet qui ressemblait au début à une lamentation, j'ai compris plus tard qu'il était une boussole. Une boussole qui a donné une direction à ma vie. Les neurosciences disent ceci, après un traumatisme, le cerveau crée de nouvelles connexions synaptiques. L'un des moments où la neuroplasticité est la plus élevée, paradoxalement, c'est après un grand effondrement. Le cerveau est poussé, étiré, recablé. Ce recablage produit parfois un esprit plus riche, plus complexe, plus intégré. Pas toujours. Mais quand les conditions sont réunies et le soutien, la quête de sens, un espace d'intériorité, le cerveau se restructure au sens propre. Comme un papillon magnifique et puissant sortant de son cocon. Ce que Jung appelait le mariage des contraires, voilà sa traduction dans le corps. Quand les contraires cessent de se battre, l'énergie se libère. La lumière et l'ombre ne cherchent plus à s'effacer mutuellement, elles coexistent. Et cette coexistence fait qu'on se sent entière. Pleine. Vivante. Réelle. Depuis combien d'années essaies-tu de faire taire les deux voix en toi? Depuis combien d'années étouffes-tu ce cri qui dit « Je compte » ? Cette voix forte. Et cette voix brisée. Comme s'il était impossible de les entendre en même temps. Comme si l'une ne pouvait exister que si l'autre se taisait. Les deux, c'est toi. Les deux sont une part de toi. Le volcan dit ici quelque chose de parfait. La lave est à la fois destructrice et créatrice. La même matière. La même force. Celle qui brûle et celle qui nourrit. Le mariage des contraires, c'est cesser de les voir séparément. Destruction et naissance ne sont pas deux événements distincts, ce sont les deux faces d'un seul mouvement. L'effondrement ne t'a pas tué. Parce que les contraires en toi se sont mariés. Et de ce mariage, tu es né. Et nous voici à la dernière pièce. Jusqu'ici, tout se passait à l'intérieur. L'ombre, le masque, le temps, l'unification, tout cela tournait dans les profondeurs de la psyché. Mais qu'est-ce qui change à l'extérieur? Dans le quotidien. En te réveillant le matin. En préparant ton café. En te lavant le visage devant le miroir. En allant faire tes courses. L'une des idées les plus négligées de Jung se trouve ici, la vie symbolique. La vie symbolique, ce ne sont pas de grands rituels. Pas un temple, pas une cérémonie, pas un programme de méditation spécial. Jung parlait de quelque chose de bien plus simple, accomplir un geste ordinaire avec conscience. Lui donner un sens. Vivre cet instant vraiment pas en pilote automatique. Le vivre en le ressentant. Écoute, je vais te donner un exemple très simple, peut-être même drôle. Chaque matin, le café. Capsule dans la machine, bouton, regard sur le téléphone, café avalé. Terminé. Temps chronos passé, parti, une case de plus cochée. Mais un jour après l'effondrement, après que tout s'est écroulé, tu fais ce café autrement. Lentement. Tu tiens la tasse à deux mains. Tu sens la chaleur dans tes paumes. Tu regardes la vapeur, elle s'enroule, se disperse, disparaît. Et pendant un instant, tu es juste là. Nulle part ailleurs. Dans cette cuisine, ce matin-là, avec cette tasse. D'abord en automatique, le café est un carburant. Il a une fonction, peut-être un bon goût, mais ça s'arrête là. Puis en conscience, le café est un instant. Un rituel de passage où tu te retrouves seul avec toi-même, où tu poses le poids d'hier, où tu entres dans aujourd'hui. La vie symbolique dont parlait Jung, elle est cachée dans cette tasse. Ce n'est pas l'objet qui change. C'est le regard. Un autre exemple. Tu te réveilles le matin. L'alarme sonne. Premier réflexe, le téléphone. Message, notification, les restes d'hier. Tes yeux ne sont pas encore ouverts que le monde est déjà entré. Et à partir de cet instant, la journée ne t'appartient plus, elle appartient aux autres. Mais un matin, tu fais autrement. Tu ne tends pas la main vers le téléphone. Juste une minute. Tu regardes le plafond. Tu vois comment la lumière tombe dans ta chambre. Aujourd'hui c'est différent, hier c'était autre chose. Tu sens comment ton souffle circule. Ton corps pas encore réveillé, lourd, chaud.
Et dans cette minute, tu es là. Simplement là. Ce n'est pas de la méditation. Ce n'est même pas un rituel. C'est un choix. Un choix silencieux, que personne ne voit, qui dit « Aujourd'hui, je commence la journée avec moi-même ». Ou pense à ceci à la marche du soir. Écouteurs, musique, compteur de pas. Marche terminée, X calories brûlées, c'est fait. Temps chronos a accompli, coché, passé. Mais parfois tu retires les écouteurs. Tu marches, simplement. Tu sens le sol sous tes pieds est dur ou souple. L'air sur ta peau. Les branches d'un arbre qui bougent exactement de cette façon, en cette saison précise et tu réalises que tu ne l'avais jamais remarqué. Cet instant, c'est Kéro. Petit. Ordinaire. Mais réel. Jung disait ceci, l'être humain ne peut pas vivre sans symbole. Ne peut pas vivre sans rituel. Une vie inconsciente te vide de l'intérieur. Un esprit qui ne produit plus de sens, se fane. Lentement, sans qu'on s'en aperçoive. Et ce regard, change tout. On a parlé de ce qui fait vieillir. L'absence de sens. Mais l'absence de sens n'est pas un concept abstrait. Elle a des symptômes concrets. Chercher une raison de se lever le matin. Ne jamais se poser la question « Pourquoi ?» dans la journée. Se coucher le soir sans qu'un seul instant se soit gravé dans la mémoire. Tout est passé mais rien n'a été vécu. Ce vide s'accumule. En silence. Dans le corps, la voix, le visage, les yeux. La vie symbolique ne comble pas ce vide mais elle ouvre une porte à chaque instant. Une petite porte. Aussi petite qu'une tasse de café. Mais réelle. Les femmes qui rajeunissent après la douleur ont appris cela. Peut-être sans même le savoir. Mais quand tu regardes, tu le vois, elles ont chargé de sens les choses du quotidien. Les petites choses. La lumière du matin. Une lettre. Une marche. Elles ne les voient pas comme une liste de tâches mais comme des instants à vivre. Elles connaissent le prix de chaque moment. Quand la lave du volcan refroidit, elle devient terre. Brute, chaude, gorgée de minéraux. Et si une graine tombe sur cette terre, elle pousse. La vie symbolique, c'est l'eau de cette graine. Chaque jour, chaque instant, peu mais vrai. Conscient. Intentionnel. Pouvoir dire, cet instant compte, pas pour les grands événements, mais pour les petits moments ordinaires qui se répètent. Parce que la vie n'est pas faite de grandes éruptions. La grande éruption te prépare. Mais la vie à la vraie vie se vit dans cette tasse de café. Mais maintenant, je dois être honnête avec toi. Cette vidéo est terminée. Les mots sont épuisés. Et peut-être qu'en cet instant tu ressens quelque chose ou une légèreté, une reconnaissance, alors c'était ça. C'est réel. Ce que tu ressens est réel. Mais demain matin, tu vas te lever. Et l'ancienne voix sera là. Encore. Peut-être plus basse, peut-être un peu différente mais là. Parce qu'une voix gravée pendant des années ne se tait pas en regardant une vidéo. La persona ne tombe pas, l'ombre ne s'intègre pas, le mariage des contraires ne se réalise pas en un seul instant, en une seule illumination. Tu vas te dire, c'est bon, j'ai compris, j'ai changé. Puis un ancien message arrivera. Où cette voix se fera entendre, cette voix familière, usante, petite. Et tu penseras, encore ? Toujours ? Je n'ai donc pas changé. Tu as changé. Mais le changement n'est pas une ligne droite. Un volcan n'explose pas qu'une seule fois. Il fonctionne par accumulation de pression. De temps en temps, de petites secousses. De temps en temps, ça bout à nouveau, ça déborde à nouveau. Ce n'est pas un échec, c'est la nature du volcan. Ta nature. Trébucher n'est pas la preuve d'un échec. C'est la preuve de ton humanité. Et à chaque faux pas, si tu peux t'arrêter, un instant, souviens-toi de cette tasse de café. De cette chaleur. De cette vapeur. De cet instant. Parce que la vie symbolique ne se construit pas dans les grandes décisions, mais dans ces petites pauses. Une fois par jour. Parfois une fois par semaine.
Parfois juste une seconde. Ça suffit. Et je dois dire ceci aussi. Ce chemin ne se parcourt pas seul. Ou plutôt mais il devient bien plus lourd. Jung disait quelque chose à ses patients, la transformation de la psyché se produit dans la relation. Il faut un miroir. Quelqu'un qui te voit vraiment, qui regarde non pas le masque, mais ce qu'il y a derrière. Parfois c'est un thérapeute. Parfois une très vieille amie. Parfois un livre ouvert au bon moment, arrêté à la bonne page. Parfois c'est cette vidéo. Peut-être qu'en ce moment tu es assis seul. Peut-être que tu as écouté avec des écouteurs sans que personne ne voie, sans demander à personne. Peut-être que tu as pleuré. Peut-être que quelque chose s'est juste serré à l'intérieur. Dans ta poitrine, dans ta gorge, à un endroit dont tu ne connais pas le nom. Ça aussi, c'est quelque chose. Ça aussi, c'est un miroir. Parce que rester ici était un choix. Tu aurais pu fuir. Tu aurais pu passer. Tu aurais pu ouvrir une autre vidéo. Mais tu es resté. Et rester signifie toujours que tu es prêt à voir. Le miroir te dérange parfois. Il te montre ce que tu ne veux pas voir. Mais cet inconfort est la voie de la croissance. Pas quelque chose à fuir. Quelque chose à écouter. Parce qu'un miroir qui ne te dérange pas ne te reflète pas, il te montre seulement ce que tu veux te confirmer. Le vrai miroir montre ta beauté et ta laideur. Ta force et ta brisure. Et pouvoir supporter cette image entière, c'est ça, la transformation elle-même. Mais quoi qu'il arrive, trouve un miroir. Parce que voir sa propre ombre toute seule, c'est à la fois possible et terriblement difficile. L'esprit tourne en boucle pour se protéger. Le miroir brise cette boucle. Et pour finir, laisse-moi te dire ceci. Les femmes qui rajeunissent ne connaissent pas un secret. Elles ne possèdent pas une technique spéciale. Elles ont simplement remarqué une chose dans la douleur, il y a une invitation. Une voix qui dit « va plus profond ». La plupart des gens fuient cette voix. Elles n'ont pas fui. Toi non plus, tu n'as pas fui. Parce que tu es encore là. Cette seconde s'accumule. Et cette accumulation, silencieuse, invisible, un jour, quelqu'un te regardera et demandera « Comment fais-tu pour paraître si vivante ?» Et toi, tu souriras doucement. Parce que maintenant, tu sais. Reviens au volcan une dernière fois. L'éruption a eu lieu. La lave a coulé. Elle a tout brûlé, l'ancienne terre, l'ancienne structure, l'ancienne forme. Que reste-t-il? De la roche noire, nue, refroidie. Personne ne veut regarder ce paysage. Personne ne le trouve beau. Mais sous cette roche, invisible, silencieuse, en train de se réchauffer, la terre la plus fertile du monde se prépare. Tu es cette terre. Ta grande douleur n'est pas venue pour te tuer. Elle est venue pour faire fondre chaque couche au-dessus de toi, ce qui était faux, ce que tu portais de force, tout ce qui ne t'appartenait pas. Ce qui reste est brut, chaud, vivant, théoï. Et quand une graine tombe sur cette terre, personne ne peut l'arrêter. Certaines femmes rajeunissent après une grande douleur. Parce que la douleur ne les a pas détruites, elle a seulement brûlé ce qui était de trop. Ce qui reste a toujours été plus vrai. Si ce sentiment t'est familier, j'ai respiré pour la première fois après l'effondrement, écris dans les commentaires. Terre.